Aujourd'hui, on vous l'a promis, il y a de cela bien des lunes, on vous sort un spécial guerre d'indépendance américaine. Alors on a pris un peu de retard, donc il n'y a aucun anniversaire à fêter, si ce n'est que c'est quand même, il me semble, si je dis pas de bêtises, les 250 ou les 200 ou les 350 ans. Attends, j'ai un doute aussi. 250, je pense. 1775 moins 2025. 250, c'est ça. Oui, parce que c'est quand même les 250 ans de la célébration des débuts de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et du coup, pour cet épisode un peu plus intimiste, parce que vous voyez, maintenant on est un peu dans des épisodes plus intimistes ces derniers temps, j'ai avec moi Léopold. Léopold, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça va très bien, écoute. On Bah, va, même si on n'est que deux, on va arriver à faire quelque chose qui sera mais très bien. Mais j'en suis sûr, je suis sûr que cet épisode sera absolument passionnant, puisque la guerre d'indépendance, c'est un sujet qui est assez passionnant. Moi, je ne connaissais pas tant que ça, et comme on en a parlé un peu en off, vraiment, c'est, comme tu l'as dit, pratiquement une espèce de guerre mondiale, en fait, hein. Il y a tout le monde qui se bat partout, soit pour soutenir les insurgés, soit pour soutenir la Grande-Bretagne. Je pense que c'est plutôt un délire du genre, soit être ennemi de la Grande-Bretagne, soit être allié de la Grande-Bretagne. Moi, je le vois plutôt comme ça, je pense. Les 13 colonies, c'est un peu à part, d'une certaine manière. Oui, oui, c'est hors Voilà. contexte. Mais c'est surtout toi qui vas nous en parler. Moi, je vous ai prévu un petit truc qui viendra à la fin, mais je vais te laisser la parole directement. J'ai l'honneur de commencer. Eh ben, Tu as très bien. l'honneur de commencer, parce que moi, je vais Écoute, être focus sur un sujet plus précis, alors qu'il me semble que oui, je tu suis seras plus plus général. généraliste, donc il vaut peut-être mieux commencer par toi. Effectivement, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire et je ne savais pas quel sujet aborder. C'est pas sur quel pied danser, ouais. Exactement, parce qu'on aurait pu parler effectivement des figures françaises qui sont allées aider les Américains, de la marine française qui a eu un bilan tout à fait honorable. Mais finalement, on va rester dans les classiques, on va être beaucoup plus généraliste et un peu survoler cette guerre via quelques questions, quelques petites questions qu'on pourrait se poser devant ce conflit. Donc, les dates de la guerre sont 1775-1783, et la France appuie les insurgés d'Amérique du Nord dès 1776. D'abord un appui logistique, financier, et ensuite un succès inattendu sur mer qui est décisif dans l'accession à l'indépendance. La France est encore meurtrie de la guerre de 7 ans, 1756-1763, placée dans un contexte financier difficile, mais elle voit dans la révolte des colonies américaines un moyen de contrecarrer la domination excessive de Londres. Tout d'abord, on va rappeler rapidement les raisons de la révolte. Ouais. Des raisons multiples, il n'est pas question ici les étudier une par une, hein, ça serait beaucoup trop long, il y a des livres qui le font déjà bien mieux. On va faire ça rapidement. Donc après la guerre de 7 ans, les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord attendent de la métropole des avantages fiscaux, commerciaux ou territoriaux en récompense de leurs actions. Mais Londres a déjà payé l'aide américaine plus de 110 millions de livres sterling et considère qu'elle ne doit rien de plus aux colonies. Pire, en octobre 1763, elle interdit toute nouvelle colonie, puis exclut en 1774 toute spoliation des anciens Français du Canada. Et enfin, le système de l'exclusif, qui oblige les colonies à ne commercer qu'avec la métropole. Cette interdiction d'autres partenaires commerciaux, avec de nouveaux impôts qui sont créés, sont faits sans consulter les colons, que le Parlement britannique estime représenter alors qu'aucun colon n'y siège. Cette attitude ingrate est d'autant plus mal vécue que le courant abolitionniste anglais menace les intérêts économiques américains basés sur l'esclavage. Donc en fait, à partir de là, on a une multiplication des incidents Mhm. avec des maladresses de la part de Londres. Du coup, en 1774, le Congrès continental, rassemblant des délégués des 13 colonies, dits patriotes, en opposition aux loyalistes qui sont restés fidèles à Londres. Craignant la répression, les patriotes forment des milices. Et évidemment, quand tout le monde commence à s'armer, ce qui devait Ouais. arriver arriva. Une étincelle a mis le feu aux poudres. Lors de l'embuscade de Lexington, le 9 avril 1775, lorsque des miliciens de Boston interceptent une colonne britannique venue confisquer leur dépôt d'armes. Cette embuscade ouvre les hostilités et le Congrès continental de juin 1776 promulgue le 4 juillet 1776 la déclaration d'indépendance. Mhm. Donc ça, c'était voilà, pour les raisons rapidos de la guerre. Donc on pourrait déjà
se poser la question de que vient faire la France dans un conflit qui apparaît anglo-anglais au final. Ouais. Et ces gens sont pas encore américains. A priori, la France cherche d'abord l'apaisement. Après la guerre de 7 ans, quel serait l'intérêt de reprendre un conflit si l'essentiel, nos frontières métropolitaines et les îles à sucre, est acquis? Mais à son avènement en 1774, Louis XVI, sur les conseils de son principal ministre Jean-Frédéric Filippo de Maurepas, qui est l'ancien secrétaire d'État à la Marine de Louis XV, et Charles Gravier, comte de Vergennes, aux affaires étrangères, veut réduire la puissance britannique, car ce qu'il veut en Europe, c'est un équilibre européen dans lequel la France doit être l'arbitre. La dynastie des Bourbons recherche en Europe, contrairement aux dynasties précédentes, cherche quand même plus un équilibre européen. Enfin, Louis XV et Louis XVI, ça devrait être plus précis comme ça, Louis XV et Louis XVI cherchent quand même un équilibre européen au lieu de s'étendre à tout prix. Et cette politique est continuée sous Louis XVI. Et donc cette guerre qui approche, qui éclate en 1776, semble être un excellent moyen de réduire la puissance britannique et au risque de faire éclater un nouveau conflit. Le comte de Vergennes, toujours aux affaires étrangères, a la conviction que pour mettre fin à la domination anglaise sur les mers, seule une politique maritime est la solution, d'où le financement d'une puissante marine, malgré le manque d'intérêt des Français pour la mer. Cette idée trouve un fort écho chez les marins, les idéalistes rousseauistes qui défendent la souveraineté au peuple. Dans cette phrase, et là je cite, un État peut être légitime seulement s'il est guidé par la volonté générale de ses concitoyens. Donc la cause d'une jeune république américaine gouvernée par ses citoyens fait fortement écho chez les rousseauistes, notamment chez les financiers qui sont toujours aux aguets des aubaines, des anciens du secret du roi, qui sont l'ancien service secret de Louis XV qui a été démantelé, etc., etc. Est-ce qu'on peut y voir un esprit de revanche après la guerre de 7 ans perdue? C'est peu probable. L'anglophobie est toute relative à Versailles. Et les Français, à la différence des Britanniques, s'intéressent plus aux Flandres qu'aux terres lointaines. La jalousie commerciale et les idées défendant la liberté des colonies face à la servitude, comme Diderot l'a défendu, ont joué autant, de même qu'un lobbying intense mené en particulier par la franc-maçonnerie, dont Lafayette et Washington font partie. Vergennes attend un peu avant d'engager la France. Il attend d'avoir une marine crédible, de s'assurer le soutien espagnol, qui est en principe garanti par le pacte de famille Bourbon, et de voir l'Angleterre s'épuiser, et aussi comment les Américains se défendent. Il faut aussi souligner l'alliance contre nature entre Paris et Philadelphie. Le général à Washington s'est illustré contre les Français durant la guerre de 7 ans. Et Louis XVI est un roi en principe absolu qui n'a aucun atome crochu avec les républicains contestataires américains. Et chez ces derniers, tous ne sont pas favorables avec l'alliance française. Il y a certes un sentiment de sympathie dès 1763, dès que la France a cessé d'être une menace. Et la culture française est en outre bien diffusée outre-Atlantique. En 1770, il y a un quart des journaux disponibles à New York qui sont édités en français. Ok. Mais les colons protestants et puritains n'en méprisent pas moins le pays des Bourbons, catholique, despotique et immoral. Donc, a priori, pas franchement ceux vers qui ils se tourneraient naturellement. Quelles sont les motivations des différents acteurs du conflit? Elles sont compliquées, voire même contradictoires, tout d'abord, l'Angleterre. Londres veut soumettre les rebelles militairement et fiscalement en limitant au maximum les concessions. Du côté des Américains, ils sont plutôt partagés. L'indépendance est un pis-aller au moins jusqu'en 1778. Et les colons ne préféreraient pas ne pas rompre avec la métropole. Ce que d'ailleurs Benjamin Franklin ne manquera pas d'utiliser pour pousser Versailles à intervenir. Et du côté de la France, comme j'ai dit tout à l'heure, la France va affaiblir Londres en la privant d'une colonie stratégiquement capitale. Le traité franco-américain de 1778 le proclame. Versailles abandonne toute revendication sur le Canada. Ce manque d'ambition peut surprendre, mais la France de Louis XV et de Louis XVI préfère servir des alliés
pour garantir un équilibre global plutôt que de le déstabiliser au nom de prétentions territoriales. Encore une fois, ça fait, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, Louis XV et Louis XVI ne veulent plus de grandes guerres, ils veulent un équilibre européen. Où la France aurait évidemment un rôle d'arbitre, donc un rôle prépondérant, mais quand même un équilibre. Ensuite, il y a l'Espagne. L'Espagne, à partir de 1779, entre dans la guerre. Et l'Espagne a beaucoup à gagner. À la fin du XVIIIe, l'Espagne est une puissance européenne mineure et dépend énormément de ses colonies et de son commerce. Son intérêt est donc de récupérer des points d'intérêt, comme Gibraltar, qui est aux mains des Anglais, et la Floride. Mais le comte de Florida Blanca, vrai maître à Madrid, traîne jusqu'en 1779. Il traîne avec des raisons plutôt légitimes. Les précédentes guerres ont laissé de cuisants souvenirs. Ils ont été entraînés dans la guerre de 7 ans à cause du pacte familial de 1761. Et la guerre de 7 ans ne s'est pas très bien terminée pour le camp français. Ouais. Donc ils hésitaient quand même. Et en plus, ils n'ont pas trop d'intérêt à encourager la rébellion d'une colonie dont le succès pourrait s'avérer contagieux dans leur propre colonie. Mais le pacte de famille, plus les intérêts de Gibraltar, de récupérer Gibraltar et la Floride prime, et en 1779, l'Espagne se range du côté de la France. Et ce que je ne savais pas moi, et je pense que je suis pas sûr que ça soit très connu, c'est qu'il y a les Provinces-Unies qui ont participé à la guerre aussi. Oui, c'est vrai. En fait, les Provinces-Unies étaient déjà un peu agacés par la prétention de la Royal Navy à fouiller les navires neutres. Ils veulent avant tout faire respecter la liberté de commerce. Elles adhèrent du coup en décembre 1780 à la Ligue des Neutres, qui sont des pays qui sont aussi irrités par la Navy de fouiller les navires non belligérants, dont font partie la Russie, la Suède et le Danemark. Cette adhésion à la Ligue des Neutres déclenche aussitôt une déclaration de guerre de Londres. Quelles sont les forces en présence et quel est plutôt l'état des forces de Versailles? La puissance militaire française est en pleine renaissance après la guerre de 7 ans, plus morale que matérielle, notamment au niveau de la motivation et de la discipline des troupes. Les Français tirent des leçons techniques de la guerre de 7 ans, leçons techniques qui voient l'adoption du système Griboval, le système d'artillerie, qui consiste en une normalisation des calibres, une conception de tout un système d'armes qui comprend l'armement, mais aussi les matériels d'accompagnement, un système Griboval qui est assez unique en Europe et qui servira durant la Révolution et sous l'Empire, et la fabrication du fusil du modèle 1777 qui servira jusqu'en dans la guerre de la Révolution. Tactiquement, les réflexions sont aussi très fécondes. Au camp de manœuvre de Vaucieux, on discute de l'ordre profond et de l'ordre mince. Donc l'ordre profond, c'est l'ordre qui est basé sur le choc. On préfère faire de grosses colonnes pour aller au contact de l'ennemi, mais qui du coup est plus sensible au feu adverse. Et l'ordre mince, qui est un ordre, donc on va plus étirer les hommes afin de plus jouer sur le feu, que un maximum d'hommes tirent, mais du coup on est plus sensible au choc, que ce soit au choc de l'infanterie ou alors au choc de cavalerie. Donc cet ordre profond et cet ordre mince sont âprement discutés, hein, et pas qu'en France, hein, dans toute l'Europe. Hein, c'est un ordre qui est, c'est un débat qui court pendant tout le XVIIIe siècle. Et au final, la France, elle décide d'adopter un ordre mixte. Voilà, comme ça, on ne choisit pas, on prend les deux, on prend le meilleur des deux. Rochambeau, commandant en 1780, le corps expéditionnaire français en Amérique, représente à la perfection ce renouveau. C'est un vétéran de la guerre de succession d'Autriche et de la guerre de 7 ans, un expérimentateur et un artisan du renouveau tactique des années 1770. En 1775, l'armée française aligne de 130 à 140 000 soldats, ce qui est considérablement plus que les 45 000 Britanniques en plus qui sont disséminés dans tout l'Empire. Mais en réalité, seule une fraction est disponible pour aller en Amérique, pour des raisons évidentes de logistique. On ne peut pas envoyer 50 000 hommes
sur une mer Ouais, bien a sûr. priori dominée en plus par la Navy et qu'il faudrait en plus entretenir. Donc c'est impossible. La force principale est donc la marine, qui a été ressuscitée par la réforme de Choiseul et l'action du ministre Sartine. Le moral et l'efficacité de la marine ont nettement progressé et disposent, en plus de l'appoint de la marine espagnole à partir de 1779. Alors attention, pas de quoi surpasser la Navy, qui est encore supérieure dans tous les domaines, mais elle peut déjà rivaliser, ce qui est déjà un atout considérable. Clairement. Hein. Euh, quelle a été l'aide française avant son intervention directe en Amérique? Donc pour éviter de déclencher une guerre trop tôt, Vergennes approuve simplement une aide financière et matérielle. Du 20 avril au 1er décembre 1778, 8 transports sur 9 affrétés arrivent à Portsmouth et livrent des vêtements pour 30 000 hommes, 4 000 tentes, 30 000 fusils Charleville, donc de modèle 1777, les nouveaux, avec une baïonnette, des fusils avec baïonnette, 194 canons de 4 livres, qui peut paraître beaucoup, mais en fait, Gribeauval est ravi de s'en débarrasser car ils sont périmés et lui, il est en pleine refonte de son système. Donc, il est très content. 27 mortiers, 13 000 obus, 50 000 boulets et plus de 100 tonnes de poudre. Ce qui est vital, la poudre, car les insurgés n'en fabriquent pas. La France leur apporte 90% de leur poudre. Paris laisse aussi, en aide plus indirecte, laisse beaucoup d'officiers rejoindre les rangs de Washington, qui en manquent cruellement. La Martinique sert aussi de plateforme à la contrebande. Ses ports sont ouverts aux corsaires américains. Londres sait, Londres proteste, et du coup, Paris essaye de faire des efforts, essaye de faire des gestes, parce qu'il ne veut pas déclencher une guerre trop vite. Donc Ouais. Paris gèle des transports, saisit des cargaisons douteuses. Mais heureusement pour les Américains, enfin les futurs Américains, les armes déjà livrées leur permettent de remporter la bataille de Saratoga, le 7 octobre 1777, qui permet de relancer des espoirs déjà très minces et qui va déterminer Vergennes à s'engager ouvertement. La France reconnaît les USA le 6 février 1778 Ok. et signe un traité d'amitié et de commerce. Londres déclare la guerre le 17 mars. Ok. À partir de là, quelle est la stratégie française? Vergennes veut gêner les Anglais et les empêcher d'acheminer des renforts en Amérique. Paris va donc livrer une guerre quasi mondiale en multipliant les points d'accroche. La Manche, la Méditerranée, l'Afrique, les Antilles, les Indes. Mm. Londres doit donc disperser ses efforts. À cela s'ajoute une aide directe en 2 grandes phases. La première est dirigée depuis les Antilles, en 1778-1779, par d'Estaing. J'ai pas noté son rang, je sais pas s'il est comte ou amiral d'Estaing, je crois. Ok. Qui est un échec patent que les Britanniques, heureusement pour les Américains, n'exploitent pas. Par exemple, à la suite d'une mésentente entre d'Estaing et les insurgés et d'une tempête, d'Estaing rembarque ses 4000 hommes en août 1778 destinés à attaquer la garnison britannique de Newport, à Rhode Island. La même force et le même amiral échouent encore en octobre 1779 à reprendre l'important port de Savannah. C'était un assaut qui était mal coordonné avec les Américains. Ok. Après D'Estaing, qui a été catastrophique, on arrive à la seconde phase de cette aide directe. Cette seconde phase combine l'envoi de 6000 hommes sous les ordres de Rochambeau et de la flotte de l'amiral de Grasse qui part de Brest en mars 1781. Ok. Après un passage aux Caraïbes, de Grasse joint miraculeusement ses forces à celles de Washington pour piéger les Anglais de Cornwallis à Yorktown, dont la capitulation le 19 octobre 1741 convainc les Britanniques de jeter l'éponge. Il faudra encore 2 ans, mais c'est le début là où les Anglais se disent que peut-être que les sommes investies n'en valent peut-être pas le coup. Ouais. La participation de Rochambeau aux opérations directes est modeste. Il reste inactif jusqu'à la campagne de Yorktown, entamée le 9 juin 1781, où son apport reste essentiel. Rochambeau suit les ordres de Versailles et se place en auxiliaire de Washington. Il reste
son respect de la préséance et ses gestes conciliants, notamment acheter au prix fort des denrées à la population locale, restaure la confiance et donc le commandement des forces combinées, ce que l'arrogance d'un destin avait mis à mal. Donc, en aide, on a vu de l'argent, de la poudre, des armes, 6000 soldats bien entraînés, ce qui est non négligeable sur un théâtre où les Britanniques ne déploient au max que 22 000 hommes, le soutien de la marine, etc., etc. Les Français privant plus les Anglais de leur liberté stratégique. Ils doivent désormais toujours garder un œil sur le rétroviseur avant de faire quoi que ce soit afin de vérifier où sont les pavillons blancs à l'horizon. Et un apport immatériel qu'on sous-estime souvent, le moral. L'espoir que les Français arrivent donne aux généraux américains la force de sauver leur milice pour le jour où on arrive. Ah oui. Et donc de garder aussi en échec les partisans de la négociation avec Londres. Car si vous vous souvenez, j'avais précisé que les Américains étaient partagés, qu'ils ne voulaient pas forcément rompre avec Londres et que l'indépendance était vraiment c'était parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, quoi. Mais s'ils avaient pu faire autre chose, ils l'auraient fait. Et donc chez les Américains, il y a toujours un parti de la paix avec Londres qui est toujours présent. Or, ce parti de la paix est quand même régulièrement renforcé par les revers qui ne manquent pas. Jusqu'en 1780, Washington est régulièrement battu par les généraux Clinton et Cornwallis. Son armée est minée par le manque d'argent, la désertion et la maladie. Il peut compter alors sans doute sur moins de 14 000 hommes, face à des Anglais professionnels renforcés de contingents allemands, des SOA, et des loyalistes, environ 19 000 sur toute la durée de la guerre. Donc jusqu'à Yorktown, absolument rien n'est joué. Yorktown brise la dynamique des Anglais, qui jusque-là était quand même sur une dynamique de victoire. Ouais. Ils commencent à trouver que le prix à payer pour cette colonie est exorbitant, et surtout, ils sont persuadés qu'elle ne rompra jamais avec eux. L'amitié franco-américaine est de circonstance, et le Royaume-Uni reste le partenaire privilégié, notamment pour le commerce. De plus, la cause des insurgés n'a jamais manqué de soutien au Royaume-Uni, et cet intense lobbying finit par payer. Lord North, Premier ministre, démissionne le 22 mars 1782 et est remplacé par Lord Shelburne, hostile à l'intervention depuis 1775. Il peut négocier en position de force depuis les victoires de la Navy aux Saintes et à Gibraltar. Ces négociations aboutissent au traité de Paris et de Versailles. Vergennes, dans ces négociations, apparaît comme vainqueur. Il a une diplomatie parfaite. Il isole Londres petit à petit par un réseau d'alliances et neutralise les grandes puissances continentales. Et surtout, il négocie avec retenue, sans froisser Londres afin d'éviter une guerre de revanche. La seule ombre, est plutôt conséquente, est quand même le prix à payer pour la France. La victoire sur les Anglais a rapporté quand même bien peu de choses par rapport aux dépenses engagées. Du prestige, une position renforcée sur la scène européenne, donc pas grand-chose. Après, de là à dire que cette guerre a coûté son trône à Louis XVI, ça serait allé un peu trop vite en besogne. La Révolution avait déjà commencé à couver. Ouais. Le traité de Paris du 3 septembre 1783 met fin au conflit. Il fixe les frontières par rapport au Canada, qui reste une colonie britannique, et garantit l'existence des États-Unis. Mais qui gagne la France? Ses prestations militaires ont été remarquées. Les armées françaises ont su se projeter dans un conflit mondial. La campagne de Suffren aux Indes en parallèle du théâtre américain. L'emploi de nouveaux matériels, d'innovations tactiques. Donc, comme je l'ai déjà dit, du prestige. Ouais. Mais quoi d'autre? Parce que le prestige, ça remplit pas les coffres. Commercialement, la France n'a apporté qu'un coup d'arrêt très temporaire aux Britanniques. Et ces derniers reprennent très vite leurs relations avec leur ancienne colonie, alors que la France ne tire que peu de bénéfices de son alliance avec les États-Unis. Et ces relations vont même s'envenimer jusqu'à ce qu'on appelle la quasi-guerre de 1798. En 1798, les États-Unis refusent de payer les dettes à la toute jeune République française, ils sont quand même assez méfiants,
ce qui déclenche une guerre navale, euh, mais qui ne dégénère pas en statut de guerre. Hmm. Ces relations ne se rétabliront correctement que sous Napoléon. Les compensations comprises dans le traité de 1783 sont imparfaites. On a eu le droit à le droit de pêche à Terre-Neuve, la restitution des colonies saisies pendant la guerre, Sainte-Lucie, Saint-Pierre-et-Miquelon, etc., etc. Notre présence au Sénégal et à Gorée est maintenue, et la base de Dunkerque, qui était régulièrement neutralisée par les Britanniques, n'est désormais plus bridée. Mais ces gains sont en décalage avec les attentes des sujets du roi. Versailles ne revendique pas la Nouvelle-France, conformément au traité de 1778 avec les USA, et la politique de Vergennes, politique d'équilibre, comme je l'ai dit, exclut tout élargissement sur les territoires traditionnellement convoités, le Luxembourg, les Pays-Bas autrichiens, un abandon qui passe mal dans l'opinion. Donc au final, la France ne gagne aucun territoire. De plus, les alliés de la France partagent aussi cette frustration. Les Espagnols récupèrent la Floride et Minorque, mais pas Gibraltar, qui pourtant était un but de guerre essentiel de Madrid. Il avait notamment fait le blocus maritime de ce caillou. Un blocus qui était aussi efficace qu'une passoire, mais un blocus tout de même. Ok. Et c'est encore pire pour les Provinces-Unies, parce que eux, ils ne récupèrent absolument rien du tout. Ils doivent même céder un comptoir commercial aux Indes. Donc, est-ce que cette guerre valait le milliard de livres tournois dépensés, qui représente 2 années de recettes fiscales, et un montant qui est 5 à 6 fois supérieur de dettes accumulées? Ouais. C'est difficile à dire. Versailles possède un outil fiscal inadapté, là où l'Angleterre, au Royaume-Uni, tout aussi endetté, peut compter sur le Parlement pour augmenter les impôts et régler les emprunts. Là où les sujets du roi de France sont quand même assez sensibles à ce sujet. Les hausses d'impôts, ils n'aiment pas ça. Ouais. Le roi doit donc emprunter pour les dépenses ordinaires à un taux 2 fois plus élevé qu'à Londres, car les prêteurs sont conscients de la médiocrité et l'impopularité du système fiscal français. Ouais. La majorité des rentrées d'argent partant dans la dette, le déficit ne cesse de se gonfler jusqu'à atteindre la crise en 1787. Une crise en 1787, notre dette représente le budget annuel de l'Espagne. Ok, d'accord. Il n'est pas rien. Oui, c'est Cette pas rien, ouais. incapacité à résoudre le problème conduit à une réforme fiscale nécessaire et à la convocation des États généraux. Et la suite, après, vous la connaissez. Ouais. Alors, est-ce que l'Amérique a coûté à Louis XVI son trône et sa vie? Répondre oui serait un peu trop facile. En histoire et même en général, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Bien sûr. Il est vrai qu'à partir de 1783 s'amorce un divorce entre la monarchie et son peuple. Elle n'incarne plus cet idéal de conquête qui a rythmé la France depuis le XIIe siècle. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, les Bourbons aspirent à un équilibre européen, et cette aspiration est gênée par un sentiment patriotique renouvelé, particulièrement perceptible lorsque le pays est engagé dans des interventions militaires sans profit direct pour lui. La Révolution et l'Empire n'ont été que des contre-coups logiques d'une déception nationale grandissante au vu des faibles bénéfices acquis lors de cette guerre. Bénéfices en plus considérés comme symboliques, voire invisibles par une population dont l'horizon c'est en général le clocher de son village ou les murs de sa ville. Comme j'ai dit, les territoires traditionnellement convoités par la France n'ont été aucunement envahis, demandés ou autres. Donc là, vraiment, c'est un peu un sentiment de déclin, quoi. Toutefois, l'impact budgétaire est plus discutable. Le royaume en a déjà connu de graves, notamment à la fin du règne de Louis XIV, la guerre de 7 ans,
sans que le mécontentement se transforme en révolution. Avec ou sans la guerre, les crises parlementaires remontant à Louis XV, et les parlements ayant des revendications sur un pouvoir législatif qu'ils devraient avoir, et Louis XV réaffirmant l'indivisibilité de son pouvoir. Donc ces crises parlementaires, les tentatives de réforme et l'usage d'expédients, expédients qui sont bien antérieurs à l'intervention en Amérique, auraient eu cours. Cette crise financière, en fait, elle a aggravé le problème sur des aspects plus latents, mais non moins négligeables d'un point de vue politique, diplomatique et social. Il est probable que le vase aurait fini par déborder au vu des témoignages de contestation et des inégalités devenues insupportables. Le soufflet a gonflé, mais aurait très bien pu retomber. C'est l'enchaînement des circonstances, dans un contexte accru de peur et de rumeurs, qui a mené à la Révolution. Et je voudrais juste terminer par un tout petit paragraphe. Ouais. Est-ce que les Américains doivent-ils leur indépendance à la France ? Ah. Non. La réponse est plutôt non. Alors, évidemment, encore une fois, on n'est jamais sûr, mais a priori, quand même, il y aurait de grandes chances qu'ils l'auraient eu tôt ou tard, avec ou sans combat, comme le Canada en 1867. Sans la France, le processus aurait été simplement plus long. Ils auraient été obligés de mener une guérilla politique et ou militaire. L'avantage de l'aide française est que les États-Unis sont tout de suite apparus comme un État à part entière, avec une large reconnaissance diplomatique. L'intervention de Versailles a changé une bande de rebelles fiscaux en représentant d'une jeune république éprise de liberté, une liberté réservée aux Blancs, bien entendu. Bien entendu, et justement, on en parlera après, mais avant ça, bien joué encore une fois pour ton intervention qui sonne toujours très juste. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette conclusion de se dire que oui, en fait, j'aime bien cette idée que la France est peut-être plus légitimée en fait politiquement les 13 colonies comme étant un vrai État à part entière. Ça, c'est hyper intéressant. Parce que c'est vrai qu'avant ça, c'est juste des rebelles. Même le terme de rebelles fiscaux, c'est vraiment hyper intéressant comme terme. Ouais. Oui, ils voulaient pas l'indépendance, ils voulaient juste être représentés au Parlement pour pouvoir, au Parlement britannique, pour pouvoir discuter des impôts et des machins, voilà. Donc c'est comme c'est fou quand on se dit que comme quoi des impôts, ça peut donner, ça peut donner ça peut donner une première puissance mondiale en fait. C'est incroyable. Si les Anglais avaient su, peut-être qu'ils auraient préféré ne pas faire ce genre de choses. Non, c'est hyper intéressant. Franchement, merci beaucoup pour tout ça. Moi, ce qui me fascine aussi, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'aspect mondial du truc. Enfin, quand on regarde les belligérants, enfin, le fait qu'il y ait des royaumes indiens d'Inde qui participent au conflit, alors que t'as aussi les Provinces-Unies, des Iroquois, des Allemands, des Espagnols. J'ai appris aussi un truc, c'est que dans les belligérants, il y a la République du Vermont, qui techniquement ne fait pas partie des 13 colonies, parce que c'est le 14e État des États-Unis, et du coup est considéré comme un belligérant à part des fameuses 13 colonies. Alors que techniquement, bon, c'est pareil, mais je trouve ça rigolo qu'il y ait une scission entre tout ça. C'est complètement con, mais j'aime bien. Et pour l'information, les auditeurs, la République du Vermont intégrera les États-Unis seulement en 1791, soit donc quand même un petit moment après la fin du conflit, pratiquement 10 ans. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.